Bonjour tout le monde et bonne fête. On se retrouve pour cette vidéo de fin d'année. C'est mon petit classement personnel des albums. Parmi les albums que j'ai review, il me semble qu'il y en a plus de 150. Évidemment, je n'ai pas revu tous les bons albums qui sont sortis cette année. Donc si votre coup de cœur personnel n'est pas dans cette liste, ne vous étonnez pas. C'est tout simplement que je n'ai pas eu le temps ou alors que je ne connais pas le groupe en question. Notamment, ne vous attendez pas à avoir le fameux album de David Bowie parce que j'ai estimé ne pas avoir le recul nécessaire pour l'écouter. Je n'ai donc pas review et il n'est pas dans cette liste. Mais il y a quand même un grand nombre des albums principaux sortis cette année dans cette liste. Donc sans plus tarder, voyons cela, du 50e au 11e meilleur album de l'année. Et on commence avec A Trauma de Dark Tranquillity, un bon album de Melodeath qui ne réserve quasiment aucune surprise, mais qui fait mieux que les autres groupes de métal vieillissants que j'ai review cette année. Oui, In Flames, c'est pour toi que je dis ça. Starboy de The Weeknd était une agréable surprise. C'est un album de pop qui est peut-être un peu long mais qui a pas mal à offrir, notamment dans ses featuring qui sont intéressants et pas inutiles, dans ses vocaux et dans ses instrus qui sont plus que corrects. Donc c'est pour moi un bon album de pop sorti cette année. Et maintenant Xanthod, From Sadness to Peace. Un album de Vaporwave assez classique mais en même temps assez mignon, avec un côté fait maison qui peut parfois faire un peu trop amateur, mais en même temps c'est plutôt attachant. Sum 41, 13 Voices. Parmi 5 albums de punk cette année qui sont des retours de vieux groupes de punk comme Billy Talent, Yellowcard, Green Day, etc. C'est le seul qui s'en sort plutôt bien. Il reste assez classique, mais il mélange quand même son punk avec des éléments de thrash et heavy metal, simple et efficace, contrairement aux autres qui sont plus que vieillissants, carrément chiants même. Sensuous de Opeth est un album plutôt particulier. Il part dans tous les sens en termes d'inspiration, et c'est autant une qualité qu'un défaut. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ont un sacré talent, on ne peut pas le nier. Ils ont de bonnes inspirations aussi, qu'elles soient superflues ou pas. D'ailleurs l'album est également très bien construit, c'est donc assez particulier, mais ça vaut largement l'écoute. L'album de 2016 de Deadmau5, avec son nom très intelligent, W/2016 album. Un album donc qui montre que l'artiste manque un peu d'inspiration, ça c'est ce qu'on peut voir au premier abord, mais en même temps ça reste des musiques de Deadmau5 efficaces, et c'est surtout un album qui est porté par deux chefs-d'œuvre, à savoir Snow Cone et No Problem, qui à elle seule justifierait une écoute. C'est donc un album avec de très bonnes musiques dedans, tellement bonnes qu'elles justifient cette place dans mon classement, alors que en soi l'album en entier est probablement un des pires de Deadmau5. Childish Gambino, Awaken My Love, c'est un album qui est très particulier parce que c'est vraiment une direction complètement différente de la part de l'artiste, Childish Gambino, qui part vraiment sur du funk alors qu'il était sur du hip-hop alternatif auparavant. On va dire que c'est un changement de direction réussi à 70%, même plus, parce qu'en fait, à part quelques tracks qui ont des choix artistiques douteux, c'est vraiment un album qui est très sympa, très entraînant, et même très émouvant dans Wetbone qui est absolument magnifique. Maintenant, The Ship de Brian Eno. Un album à la construction très particulière, avec des longues musiques assez ambitieuses de sa part, qui est un album de plus pour cet artiste de génie de l'ambient. C'est donc un bon album d'ambient avec de bonnes idées, et également des passages d'autres genres musicaux. C'est donc une écoute très agréable et c'est vraiment bien. Soul Guardians, c'est le meilleur album de black metal cette année, avec aussi quand même des inspirations de folk très grandes. C'est un album très frais, dans le premier sens du terme, c'est vraiment rafraîchissant, avec des montées de puissance qui sont intelligentes et aidées grâce aux instruments de folk. On a des climax d'euphorie, le tout avec la puissance assez particulière du black metal qu'on ne trouve nulle part ailleurs, avec des musiciens talentueux. C'est donc vraiment un bon album qui se réécoute. We Got It From Here, Thank You For Your Service de A Tribe Called Quest. C'était un album un peu overrated de la part de la critique, mais quand même un très bon album de hip-hop, bien old school, bien à l'ancienne et très funky et entraînant aussi à beaucoup de moments. Le groupe montre que ce sont des anciens qui savent faire ce qu'ils veulent. C'est une écoute obligatoire cette année pour tous les amateurs de hip-hop old school. Une release vraiment bonne. I Remember de Aluna George. Un bon album de pop sur des instrus électro. Alors les vocaux comme les instrus sont vraiment exceptionnels avec des bonnes collaborations et des singles ou même pas forcément singles d'ailleurs très entraînants qui donnent envie de les chanter en boucle, quitte à se taper la honte. The Glowing Man de Swans. Alors c'est un album de Swans tout simplement, un double album ambitieux sur lequel les musiciens montrent tout leur talent, toute la maîtrise de leurs instruments et toutes leurs idées, parce qu'il ne manque jamais d'idées, c'est ça qui est assez incroyable avec ce groupe. C'est un véritable voyage sur différentes émotions et sur différentes expériences auditives. Ce groupe maintient tout simplement en vie le garage rock et le prog rock, mais en même temps ils sont tellement uniques qu'ils sont difficiles à classer exactement. Amnesty de Crystal Castles, c'est un album qui pour beaucoup a été relativement décevant, mais qui reste un bon album de la part
l'histoire de ce groupe talentueux, où la plus grande particularité est un contraste peu conventionnel entre violence et mélodique, le tout sur un style plutôt alternatif. C'est donc un album intéressant que je vous conseille fortement. Lady Wood de Tove Lo est un album de pop très sympa, même s'il n'est probablement avec le recul pas aussi bon que son premier album en 2014. On vous garantit ici de très bonne musique, extrêmement catchy, toujours avec les bons vocaux de la chanteuse, et des instrumentales qui passent sur différents genres musicaux électro, avec un style relativement constant. C'est vraiment très sympa, ça se réécoute plusieurs fois, et ça aussi ça se chante sous la douche. Love Streams de Tim Heck, un album qui vous met vraiment dans une atmosphère dont seul ce génie du drone ambient a le secret. Et rien que pour ça, c'est un album qui vaut l'écoute. Et en plus, son style n'est pas vieillissant du tout. C'est vraiment un album qui est plus que le bienvenu. La rue résonne de Dan Akil est probablement un des meilleurs albums de reggae cette année. En tout cas, peut-être le meilleur album de reggae francophone. Dan Akil, là où ils peuvent être vieillissants parfois à certaines périodes, ici ils n'ont pas manqué de bonnes idées, multipliant les influences diverses et variées, ainsi que des featuring intelligents qui apportent vraiment quelque chose à cet album. C'est tout simplement tout ce qu'on pourrait attendre d'un bon album de Dan Akil. Isolation de The Browning. On peut dire que c'est un bon comeback parce que leur deuxième album n'avait rien à voir avec ça puisqu'il était carrément chiant. Ici, le groupe revient pas autant en force que dans son premier album, là où il s'était fait découvrir, mais avec une énergie et un pessimisme hors du commun. Ils gardent leur style en ajoutant quelques bonnes idées et on a de très bonnes musiques comme The Dragon ou Pure Evil. Enfin bref, ça fait partie des albums de métal à retenir cette année. Hopelessness de Anony est un album très intéressant qui a de l'électro alternative très particulière avec des vocaux qui sont plutôt impressionnants. Ça fait un album qui est déjà unique et si l'album était allé encore plus loin dans son style et dans son délire, il serait probablement encore plus haut, peut-être dans le top 10 des albums de l'année. Mais c'est déjà très bien, c'est l'équilibre parfait entre l'underground et l'accessible, c'est vraiment cool. AA de Bauer, un album d'une durée extrêmement courte, très intense avec beaucoup de musique qui s'enchaîne très rapidement et très bien. C'est vraiment un album qui est très entraînant avec beaucoup de bonnes idées et de bons featuring dedans. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une direction qui n'est jamais prise pour un début d'album comme cela, c'est donc un pari risqué de la part de Bauer, mais le résultat est vraiment très sympa et c'est pas du tout conventionnel. C'est un des albums principaux de gros CDM à retenir cette année. Atrocity Exhibition de Danny Brown est un album particulier, vraiment unique, d'hip-hop expérimental aux influences de garage rock, punk, noise, plein de choses différentes, qui confirme Danny Brown comme étant un génie mais complètement malade, qui part vraiment très loin dans son délire. Son flow est varié, impressionnant et parfois complètement fou, dans le premier sens du mot fou, et mélangé à des instrus que vous n'entendrez nulle part ailleurs pour du hip-hop, ça donne vraiment un album qui déjà est unique. Il n'est pas sans défaut, mais il est tellement sur une autre planète et c'est tellement maîtrisé, que ce soit en termes d'instru ou de vocal, qu'il mérite largement cette place dans le classement, peut-être même plus selon beaucoup de listes en fait. Enigma, The Fall of a Rebel Angel, c'est un retour plus que correct pour un groupe mythique, et c'est un album surtout qui transporte le New Age en 2016. Et ça franchement, c'était pas forcément donné. Surtout pour un groupe dont l'album phare est sorti en 1990. Et donc on peut largement les saluer pour ça. Le troisième album de Netsky est nettement moins bon que ses deux prédécesseurs. Surtout qu'il est sorti 4 ans après le 2 qui est pour moi le meilleur album de Netsky. Cependant, c'est un album qui a de très bonnes musiques dedans, de drum and bass comme DDM un peu plus général et varié. Mais ironiquement, c'est surtout les musiques dans un autre genre musical qui m'ont fait plus d'effet. Ce qui montre qu'il manque d'inspiration dans son style personnel, mais heureusement, il a la capacité de tenter autre chose. Globalement, c'est vraiment un album qui n'est pas exempt de défauts, mais que vous allez réécouter plusieurs fois parce que c'est vrai qu'il y a énormément de musique catchy dedans et vraiment bonne et maîtrisée. 22 A Million de Bon Iver, c'est un album qui est vraiment très particulier. C'est lofi, c'est assez personnel et c'est un des albums les plus attachants que j'ai écouté cette année. Chaque musique est assez courte et semble être une bande-son relaxante pour votre vie. C'est vraiment assez minimaliste et sans prétention, mais il y a vraiment quelque chose de chaleureux qui se dégage de cet album, ce qui fait que d'un coup, à des moments un peu aléatoires, il va vous donner envie d'y revenir et de l'écouter. Et ça, c'est loin d'être donné à tous les groupes. Ce premier album du producteur Keiichi Hanada est un bon CV et un bon album. Je dis un bon CV parce qu'il est très varié, peut-être même trop varié, diront certains, parce qu'il veut montrer bien ce qu'il peut faire sur beaucoup de musique. Il a relativement un style,
style, il ne peut s'empêcher de faire plein de trucs différents. Mais vu qu'il va piocher dans le free jazz à des moments, dans des bons featuring super intelligents, et qu'il y a toujours une maîtrise qui est au top, ça rend l'écoute super bien. On sent clairement dans cet album que c'est pas quelqu'un qui tombe de nulle part, qu'il est tout à fait légitime, qu'il se lance dans une carrière solo, et que franchement je pense qu'il a du potentiel et de l'avenir. Et j'avais fait des comparaisons avec cet album et Radiant de DJ Pone, parce que les deux font un peu CV et démonstration de talent, bien que les deux ne viennent pas de la même carrière et du même milieu. Et je pense que j'ai préféré DJ Pone parce qu'il est quand même un peu plus consistant, plus compact dans ce qu'il fait, plus cohérent on va dire, même si c'est franchement assez léger comme différence. Et c'est pour cela que les deux artistes sont à la suite. C'est un album que je vous conseille ici fortement. Splendor and Misery de Clipping, alors dans le genre hip-hop expérimental, je l'ai préféré à Danny Brown, mais pas au premier album de Clipping, même si de toute façon c'est assez dur puisque c'était un chef-d'œuvre. En fait, ils se sont largement améliorés sur la construction d'un album, parce que c'est ici un concept album, et il est fourré de plein de petits détails et de leitmotiv. Il y a une très grande complexité, que ce soit dans les musiques ou dans la construction globale. Ils expérimentent constamment sur cet album qui est très court, et le flow du rappeur est absolument extrêmement impressionnant. Dance or Die de Buddy Nam Nam est un album d'EDM trop catchy, trop bien, avec encore une fois des featuring intelligents, des espèces de choix de composition qui paraissent étranges au premier abord, mais qui sont franchement trop cool, ou alors des musiques plus classiques mais qui vous donnent forcément envie de danser. Enfin bref, le tout est assez varié et c'est un album qui vous donne envie d'y revenir plusieurs fois, ça a été mon cas. Skeleton Tree de Nick Cave and the Bad Seeds est un album particulier qui utilise beaucoup le spoken word et la voix grave du chanteur sur des musiques qui sont bien composées avec une atmosphère qui est assez importante. Franchement, si vous êtes prêt à accueillir le style vocal unique de Nick Cave, c'est vraiment un album qui est assez fantastique et qui va résonner en vous. Distant Light de Hang Massive, c'est un album sur lequel le groupe essaie de mélanger leur son de hang à divers genres, que ce soit un peu de reggae dub ou alors d'ambient, voire presque de drone à certains moments. On est encore sur quelque chose d'assez nouveau dans le monde de la musique, le fait de fusionner le hang avec d'autres genres, et le groupe ici se débrouille plutôt bien en terrain inconnu. C'est vraiment très joli, c'est très beau, je vous le conseille très fortement. Maintenant, le fameux album de Radiohead, A Moon-Shaped Pool. Dans cet album, Radiohead montre que ce n'est pas un groupe qui manque d'inspiration, c'est assez varié tout en restant dans un même style constant, et c'est très très beau. Le groupe vous emmène sur des balades, des fois qui sont vraiment pleines d'émotions, dans un sorte d'état que seul Radiohead peut transmettre. Évidemment, c'est pas les vieux albums classiques de Radiohead, mais c'est quand même un très bon album, et ça montre que le groupe est encore là et prêt pour pas mal de temps, je pense. Les Old Boys de Holm, c'est un album complètement méconnu pour lequel je me suis un peu pris d'affection. Il est court et il est très intéressant parce qu'il arrive à vous mettre dans une atmosphère très particulière, comme dans ses passages ambient drone, pour vous en sortir progressivement et passer à quelque chose de beaucoup plus agressif et violent. Et le tout rend vachement bien, on n'est pas très éloigné des meilleurs artistes du genre alors que l'artiste est complètement méconnu. C'est une expérience musicale vraiment très sympa. Animal de Fakir, c'est un très bon début d'album, un bon vrai début de carrière pour cet artiste Fakir que l'on voit quand même déjà depuis quelques temps avant son album. Et ici il nous montre son style très mignon et attachant, avec une maîtrise de la production aux petits oignons. C'est un album dont l'écoute passe vraiment partout, que ce soit en soirée avec des amis ou personnel, et comme si ça suffisait pas, l'album multiplie les influences orientales et folkloriques pour donner un véritable style unique et un son que vous entendrez dans très peu d'autres endroits. Maintenant, l'album d'Insane in the Rain, Live at Grillby's, tout simplement le meilleur album de cover d'Undertale et le meilleur album de jazz de l'année pour moi. Du talent, de la complexité, de la maîtrise et de l'émotion pure. C'est aussi un album qui passe partout, vraiment, et c'est franchement grave cool. Meshuggah de Violent Sleep of Reason, c'est un des meilleurs albums de métal cette année. Pas forcément très novateur pour le groupe, mais seuls eux peuvent faire ça, et d'ailleurs chaque écoute de cet album donne de plus en plus envie d'y revenir. C'est très violent et d'une extrême complexité, et mon dieu, ce batteur, le batteur du groupe, est probablement mon batteur de métal préféré maintenant, donc voilà, c'est grave cool. Continuons dans le métal avec The Holographic Principle de Epica. Alors cet album, c'est la définition complète de l'epicness. C'est un album qui fait dans la surenchère, c'est complètement manichéen, c'est complètement hollywoodien, mais c'est sans aucun doute déjà le meilleur album de symphonique metal de l'année. C'est extrêmement maîtrisé, c'est extrêmement épique, vous l'avez compris, ça se mange sans fin. The Mountain Will Fall de DJ Shadow. Contrairement à ce que certains disent, DJ Shadow n'est pas un artiste qui appartient au passé, parce qu'ici il arrive vraiment à mettre son style à lui en 2016 dans cet album, et même si toutes les musiques ne sont pas forcément super mémorables, d'autres le sont largement,
différents, notamment l'excellent single principal avec One the Jewels qui se réécoute et se réécoute. Et à d'autres moments, l'album passe dans une certaine humeur semi-dépressive avec une grande complexité tout de même en même temps, ce qui fait que lui aussi, comme d'autres albums que j'ai cités ici, c'est un album qui passe partout et qui est vraiment bien. Outer Edges de Noisia. Alors concrètement, cet album aurait pu s'appeler Split the Atom 2. Cependant, seul Noisia, comme je l'ai dit pour Meshuggah, savent faire ce type de son particulier et c'est vraiment les meilleurs dans ce qu'ils font. La puissance des sons très sales liés à la complexité extrême des batteries et des samples font que même si cet opus est un peu trop similaire au premier, c'est quand même vachement bien. Blank Face LP de Schoolboy Q, c'est un album de hip-hop assez varié sur lesquels la plupart des musiques et pas que les singles sont vraiment trop bien. Il y a aussi quelques petits détails de construction qui rendent l'écoute, on va dire, étudiée de cet album aussi bien que l'écoute casuelle. Honnêtement, j'ai même préféré cet album de Schoolboy Q au précédent et tous les amateurs de hip-hop devraient écouter cet album. Mega de Blank Banshee, tout d'abord le meilleur album de Vaporwave cette année, aussi un des albums les plus complexes cette année. L'utilisation des samples est véritablement unique, l'artiste n'a pas évolué tant que ça en 3 ans mais ne manque absolument pas d'idées. Chaque musique est courte et pourtant explore un nombre assez balèze d'idées à chaque fois. Il passe super bien en musique d'ambiance entre amis mais en même temps en écoute solo. Il peut être très intéressant de voir l'origine des samples et de voir comment ils ont été utilisés ici. Alors qu'on ne sait pas trop ce que devient le Vaporwave et si la mode est en train de mourir ou pas, cet album arrive à être meilleur que son deuxième et c'est vraiment génial. Juste écoutez-le. Kodama de Alceste, album qui, comme vous pouvez le voir, a failli être dans le top 10, donc on est sur du très lourd. À cheval entre le shoegaze, le black metal et le prog, qui dans ses longues musiques arrive à passer de style plus balade à des climax d'épopée et également des passages plus expérimentaux, notamment avec des tentatives de drone qui passent très bien. Clairement, c'est juste un album qui se réécoute sans fin. Alceste nous confirme que ce sont des musiciens très talentueux. Je pense que peu importe la direction qu'ils prennent par la suite, ils arriveront à nous impressionner. Kodama en est la preuve, c'est super bien. Et donc voilà. Et en bonus, je mets Nekfeu qui est arrivé un peu tard cette année, donc ça a été assez délicat pour moi de le placer. C'est pour ça que je ne mets pas de position précise, mais dites-vous qu'il est forcément entre le 10 et le 20 parce qu'il est vraiment bien. Même s'il n'est pas dans mon top 10, ok, les instrus ne sont pas super originales, mais le flow est absolument hallucinant et complètement varié et polyvalent. Et l'album en plus globalement a un style à lui, il est agressif, il est assez obscur, il est à la limite d'un concept album et c'est pour ça que je pense que Nekfeu a encore beaucoup d'avenir devant lui. Et en plus Neketsu, le refrain est en japonais. Pardon. Bref, j'adore. Pour le top 10 des albums qui m'ont le plus marqué cette année, que j'ai le plus aimé, ce sera dans une prochaine vidéo qui sortira avant 2017. Mais d'ici là, il y aura une autre vidéo qui sera juste un peu plus pour se marrer. Vous allez voir ça. Donc je vous fais des bisous et à très bientôt.